La plupart des gens pensent que la richesse vient uniquement du salaire, mais c'est une illusion dangereuse. Ce qui détermine vraiment votre situation financière, c'est la somme de vos comportements quotidiens, souvent invisibles. Consommer pour se sentir bien, acheter parce que tout le monde achète, ou simplement ignorer ses dépenses, ce ne sont pas des choix anodins, ce sont des freins systémiques à l'accumulation de capital. Vous pouvez gagner 5 000 € par mois et rester pauvre si vous ne gérez pas ces habitudes. La pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent, elle est souvent un manque de discipline. Chaque fois que vous reportez un budget, que vous négligez un fonds d'urgence ou que vous justifiez un achat impulsif, vous renforcez un cycle qui vous éloigne de la liberté financière. Il n'existe pas de méthode magique pour devenir riche, mais il existe des règles simples que la majorité ignore délibérément. Les gens confondent souvent luxe et statut social. Acheter une voiture de luxe, porter des marques connues ou sortir dans des lieux chers ne fait pas de vous une personne prospère, cela fait de vous quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Cette tendance à afficher sa réussite avant de l'avoir construite est l'une des plus grandes erreurs financières du XXIe siècle. Les vrais riches investissent discrètement. Ils ne veulent pas montrer leur argent, ils veulent le faire fructifier. Lorsque vous dépensez pour impressionner, vous gaspillez des ressources qui pourraient générer des revenus passifs. Votre compte bancaire ne s'enrichit pas grâce aux photos Instagram, mais grâce à des placements intelligents, à des économies régulières et à une absence de dette inutile. La véritable richesse se mesure à la sécurité, pas à l'apparence. Une autre habitude destructrice est de croire que « j'aurai assez d'argent plus tard ». C'est une forme de procrastination financière. Beaucoup attendent d'avoir un salaire plus élevé, une promotion, un bonus ou un héritage pour commencer à épargner. Mais le temps n'est pas un allié quand on attend, c'est un adversaire. L'intérêt composé fonctionne uniquement si vous commencez tôt et constamment. Si vous attendez d'être prêt, vous ne commencerez jamais. Même 50 € par mois, investis dès 25 ans, peuvent générer plus de 100 000 € à 65 ans. Attendre, c'est accepter de vivre avec moins. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de timing et de constance. Le refus de suivre un budget n'est pas un signe de liberté, c'est un signe de désorganisation. Un budget n'est pas un outil de privation, c'est un outil de contrôle. Sans lui, vous ne savez pas où va votre argent, donc vous ne pouvez pas le diriger. La plupart des personnes qui disent « je n'ai pas besoin de budget » dépensent sans conscience, puis s'étonnent de ne rien avoir à la fin du mois. Elles confondent dépenses et nécessité. Un vrai budget ne limite pas votre vie, il vous permet de décider où aller avec votre argent, plutôt que de le voir disparaître sans raison. Il n'y a pas de mauvais budget, il n'y a que des budgets non suivis. Et celui-là, c'est celui qui vous maintient dans la précarité. Faire des achats avec des cartes de crédit sans plan de remboursement est une erreur chronique. Les cartes de crédit ne sont pas de l'argent gratuit, ce sont des prêts à taux élevés cachés derrière des avantages illusoires. Quand vous payez seulement le minimum mensuel, vous financez des années d'intérêt sur des objets qui perdent de la valeur. Un téléphone, un vêtement, un voyage. Ces biens ne génèrent aucun revenu, mais vous les payez pendant des années. Pendant ce temps, l'argent que vous auriez pu investir travaille pour quelqu'un d'autre. La dette de consommation est la forme la plus coûteuse et la plus trompeuse de pauvreté moderne. Elle vous donne l'illusion d'avoir, alors qu'elle vous enlève l'avenir. Ignorer les frais cachés est une autre habitude qui érode lentement votre patrimoine. Les assurances inutiles, les abonnements automatiques, les frais de tenue de compte, les commissions sur les transferts, les frais de retrait à l'étranger, tous ces petits montants semblent insignifiants. Mais additionnés sur une année, ils représentent des milliers d'euros. La plupart des gens ne vérifient jamais leur relevé bancaire. Ils supposent que tout va bien. Or, les institutions financières ne sont pas là pour vous aider, elles sont là pour maximiser leurs profits. Chaque euro que vous ne voyez pas partir est un euro qui pourrait être placé. Connaître chaque centime qui sort de votre compte est la première étape vers la maîtrise financière. Ne pas diversifier ses sources de revenus est une stratégie extrêmement risquée. Dépendre d'un seul emploi, d'un seul client, d'une seule source de revenus, c'est jouer à la roulette russe avec votre sécurité. En cas de licenciement, de baisse de demande, de crise économique ou de maladie, vous êtes vulnérable. Les personnes les plus stables financièrement ont plusieurs flux de revenus. Un salaire, un revenu locatif, un dividende, un produit numérique, une activité secondaire. Ce n'est pas nécessaire de tout faire en même temps, mais il faut commencer à construire cette diversité. Un seul revenu est une maison sans fondation.
Plusieurs revenus sont une forteresse. Refuser d'apprendre sur l'argent est l'erreur la plus silencieuse et la plus coûteuse. Personne ne vous enseigne la finance à l'école, ni dans la famille. Pourtant, comprendre les intérêts, l'inflation, la fiscalité, les placements ou les impôts est aussi essentiel que savoir lire. Ignorer ces sujets, c'est céder le contrôle de votre argent à des professionnels qui bénéficient de votre ignorance. Vous laissez des conseillers vous vendre des produits complexes, des assurances inutiles, des fonds avec des frais élevés. Apprendre ne prend pas des années, quelques heures par mois suffisent. Mais tant que vous ne lisez pas, tant que vous n'écoutez pas, tant que vous ne cherchez pas, vous restez dans l'obscurité financière. Et dans l'obscurité, on se fait voler. Croire que « je n'ai pas assez d'argent pour investir » est une croyance erronée qui empêche toute progression. Vous n'avez pas besoin de 10 000 € pour commencer. Vous avez besoin de 50 €, d'un compte de placement automatisé et d'une volonté constante. Les micro-investissements, les ETF à faible coût, les applications de trading accessibles, les livrets d'épargne rémunérés, tout cela existe. Le problème n'est pas le montant, c'est la mentalité. Celui qui attend d'avoir beaucoup pour commencer ne commencera jamais. Celui qui commence petit, même avec 10 € par mois, développe une habitude, une discipline et une expérience qui valent bien plus que n'importe quelle somme initiale. L'investissement n'est pas réservé aux riches, il est réservé à ceux qui agissent. Enfin, ne pas définir de but financier clair est la cause principale de l'immobilisme. Sans objectif, vous n'avez aucune direction. Vous travaillez, vous dépensez, vous vous endettez, vous vous réveillez 10 ans plus tard sans rien avoir construit. Un objectif financier n'est pas un rêve, c'est une ligne d'arrivée mesurable. Je veux épargner 20 000 € en 3 ans, je veux avoir un revenu passif de 800 € par mois d'ici 5 ans, je veux payer mon logement sans crédit. Ces objectifs donnent un sens à vos actions. Sans eux, chaque décision financière devient aléatoire. Et l'aléatoire mène à l'échec. La clé n'est pas d'avoir un gros salaire, c'est d'avoir une vision claire et de prendre des décisions cohérentes chaque jour pour y arriver. La plupart des gens pensent que la richesse vient uniquement du salaire, mais c'est une illusion dangereuse. Ce qui détermine vraiment votre situation financière, c'est la somme de vos comportements quotidiens, souvent invisibles. Consommer pour se sentir bien, acheter parce que tout le monde achète, ou simplement ignorer ses dépenses, ce ne sont pas des choix anodins, ce sont des freins systémiques à l'accumulation de capital. Vous pouvez gagner 5 000 € par mois et rester pauvre si vous ne gérez pas ces habitudes. La pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent, elle est souvent un manque de discipline. Chaque fois que vous reportez un budget, que vous négligez un fonds d'urgence ou que vous justifiez un achat impulsif, vous renforcez un cycle qui vous éloigne de la liberté financière. Il n'existe pas de méthode magique pour devenir riche, mais il existe des règles simples que la majorité ignore délibérément. Les gens confondent souvent luxe et statut social. Acheter une voiture de luxe, porter des marques connues ou sortir dans des lieux chers ne fait pas de vous une personne prospère, cela fait de vous quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Cette tendance à afficher sa réussite avant de l'avoir construite est l'une des plus grandes erreurs financières du XXIe siècle. Les vrais riches investissent discrètement. Ils ne veulent pas montrer leur argent, ils veulent le faire fructifier. Lorsque vous dépensez pour impressionner, vous gaspillez des ressources qui pourraient générer des revenus passifs. Votre compte bancaire ne s'enrichit pas grâce aux photos Instagram, mais grâce à des placements intelligents, à des économies régulières et à une absence de dette inutile. La véritable richesse se mesure à la sécurité, pas à l'apparence. Une autre habitude destructrice est de croire que « j'aurai assez d'argent plus tard ». C'est une forme de procrastination financière. Beaucoup attendent d'avoir un salaire plus élevé, une promotion, un bonus ou un héritage pour commencer à épargner. Mais le temps n'est pas un allié quand on attend, c'est un adversaire. L'intérêt composé fonctionne uniquement si vous commencez tôt et constamment. Si vous attendez d'être prêt, vous ne commencerez jamais. Même 50 € par mois, investis dès 25 ans, peuvent générer plus de 100 000 € à 65 ans. Attendre, c'est accepter de vivre avec moins. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de timing et de constance. Le refus de suivre un budget n'est pas un signe de liberté, c'est un signe de désorganisation. Un budget n'est pas un outil de privation, c'est un outil de contrôle. Sans lui, vous ne savez pas où va votre argent, donc vous ne pouvez pas le diriger. La plupart des personnes qui disent « je n'ai pas besoin de budget » dépensent sans conscience, puis s'étonnent de ne rien avoir à la fin du mois.
Elles confondent dépenses et nécessités. Un vrai budget ne limite pas votre vie, il vous permet de décider où aller avec votre argent, plutôt que de le voir disparaître sans raison. Il n'y a pas de mauvais budget, il n'y a que des budgets non suivis. Et celui-là, c'est celui qui vous maintient dans la précarité. Faire des achats avec des cartes de crédit sans plan de remboursement est une erreur chronique. Les cartes de crédit ne sont pas de l'argent gratuit, ce sont des prêts à taux élevés cachés derrière des avantages illusoires. Quand vous payez seulement le minimum mensuel, vous financez des années d'intérêt sur des objets qui perdent de la valeur. Un téléphone, un vêtement, un voyage. Ces biens ne génèrent aucun revenu, mais vous les payez pendant des années. Pendant ce temps, l'argent que vous auriez pu investir travaille pour quelqu'un d'autre. La dette de consommation est la forme la plus coûteuse et la plus trompeuse de pauvreté moderne. Elle vous donne l'illusion d'avoir, alors qu'elle vous enlève l'avenir. Ignorer les frais cachés est une autre habitude qui érode lentement votre patrimoine. Les assurances inutiles, les abonnements automatiques, les frais de tenue de compte, les commissions sur les transferts, les frais de retrait à l'étranger, tous ces petits montants semblent insignifiants. Mais additionnés sur une année, ils représentent des milliers d'euros. La plupart des gens ne vérifient jamais leur relevé bancaire. Ils supposent que tout va bien. Or, les institutions financières ne sont pas là pour vous aider, elles sont là pour maximiser leurs profits. Chaque euro que vous ne voyez pas partir est un euro qui pourrait être placé. Connaître chaque centime qui sort de votre compte est la première étape vers la maîtrise financière. Ne pas diversifier ses sources de revenus est une stratégie extrêmement risquée. Dépendre d'un seul emploi, d'un seul client, d'une seule source de revenus, c'est jouer à la roulette russe avec votre sécurité. En cas de licenciement, de baisse de demande, de crise économique ou de maladie, vous êtes vulnérable. Les personnes les plus stables financièrement ont plusieurs flux de revenus. Un salaire, un revenu locatif, un dividende, un produit numérique, une activité secondaire. Ce n'est pas nécessaire de tout faire en même temps, mais il faut commencer à construire cette diversité. Un seul revenu est une maison sans fondation. Plusieurs revenus sont une forteresse. Refuser d'apprendre sur l'argent est l'erreur la plus silencieuse et la plus coûteuse. Personne ne vous enseigne la finance à l'école, ni dans la famille. Pourtant, comprendre les intérêts, l'inflation, la fiscalité, les placements ou les impôts est aussi essentiel que savoir lire. Ignorer ces sujets, c'est céder le contrôle de votre argent à des professionnels qui bénéficient de votre ignorance. Vous laissez des conseillers vous vendre des produits complexes, des assurances inutiles, des fonds avec des frais élevés. Apprendre ne prend pas des années, quelques heures par mois suffisent. Mais tant que vous ne lisez pas, tant que vous n'écoutez pas, tant que vous ne cherchez pas, vous restez dans l'obscurité financière. Et dans l'obscurité, on se fait voler. Croire que « je n'ai pas assez d'argent pour investir » est une croyance erronée qui empêche toute progression. Vous n'avez pas besoin de 10 000 euros pour commencer. Vous avez besoin de 50 euros, d'un compte de placement automatisé et d'une volonté constante. Les micro-investissements, les ETF à faible coût, les applications de trading accessibles, les livrets d'épargne rémunérés, tout cela existe. Le problème n'est pas le montant, c'est la mentalité. Celui qui attend d'avoir beaucoup, pour commencer ne commencera jamais. Celui qui commence petit, même avec 10 euros par mois, développe une habitude, une discipline et une expérience qui valent bien plus que n'importe quelle somme initiale. L'investissement n'est pas réservé aux riches, il est réservé à ceux qui agissent. Enfin, ne pas définir de but financier clair est la cause principale de l'immobilisme. Sans objectif, vous n'avez aucune direction. Vous travaillez, vous dépensez, vous vous endettez, vous vous réveillez 10 ans plus tard sans rien avoir construit. Un objectif financier n'est pas un rêve, c'est une ligne d'arrivée mesurable. Je veux épargner 20 000 euros en 3 ans, je veux avoir un revenu passif de 800 euros par mois d'ici 5 ans, je veux payer mon logement sans crédit. Ces objectifs donnent un sens à vos actions. Sans eux, chaque décision financière devient aléatoire. Et l'aléatoire mène à l'échec. La clé n'est pas d'avoir un gros salaire, c'est d'avoir une vision claire et de prendre des décisions cohérentes chaque jour pour y arriver. Le marketing moderne est conçu pour créer un sentiment de manque permanent. Chaque publicité, chaque influenceur, chaque page Instagram vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas encore tout ce qui peut vous rendre heureux. Ce n'est pas un hasard, c'est une industrie multimilliard qui repose sur votre insatisfaction. L'achat devient une forme de thérapie temporaire, un moyen de combler un vide émotionnel. Mais après l'achat,
Le vide revient plus fort. Vous achetez un nouveau smartphone, puis vous voulez le dernier modèle 6 mois plus tard. Vous changez de voiture, puis vous regardez celle de votre voisin. Ce cycle n'est pas une question de goût, c'est une manipulation systématique. La culture du « j'achète, donc je suis » a remplacé la notion de valeur réelle. On ne juge plus une personne sur ses compétences, son caractère ou ses réalisations, mais sur ce qu'elle possède. Cette pression sociale pousse les individus à contracter des dettes pour correspondre à un idéal artificiel. Un jeune de 22 ans s'endette sur 36 mois pour un iPhone, alors qu'il ne gagne pas assez pour couvrir ses loyers. Un adulte de 35 ans achète une maison trop grande pour son salaire, juste parce que tout le monde en a une. Ce n'est pas une ambition, c'est une conformité financière. Et cette conformité vous enferme dans un système où vous travaillez pour payer des choses qui ne vous apportent aucune liberté. Les promotions et les soldes ne sont pas des opportunités, ce sont des pièges. Les entreprises savent que lorsque vous voyez 70%, votre cerveau active une réponse émotionnelle de gain immédiat. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que vous achetez quelque chose que vous n'auriez jamais acheté à prix normal. Vous pensez économiser, mais vous dépensez plus qu'avant. Vous remplissez votre maison d'objets inutiles, qui prennent de la place, qui demandent de l'entretien, qui perdent de la valeur. Le vrai gain, c'est d'avoir un objet à moitié prix, c'est de ne pas l'acheter du tout. L'économie réelle se mesure à ce que vous évitez de dépenser, pas à ce que vous achetez en solde. Les abonnements automatiques sont l'un des canaux les plus discrets de perte financière. Vous vous abonnez à une application pour tester, puis vous oubliez. 3 mois plus tard, vous continuez à payer 12 € par mois. 10 abonnements comme ça égale 120 € par mois égale 1440 € par an. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Ces frais sont intégrés dans vos paiements automatiques, souvent liés à votre carte bancaire, et ils ne figurent pas dans votre esprit comme des dépenses. Pourtant, ce sont des fuites constantes. La plupart des gens ne font jamais d'audit de leurs abonnements. Et pourtant, un simple contrôle trimestriel peut vous faire économiser jusqu'à 500 € par an, sans changer votre mode de vie. La comparaison sociale est un poison financier invisible. Sur les réseaux sociaux, tout le monde partage ses moments de luxe, mais jamais ses dettes, ses soucis ou ses efforts. Vous voyez un ami en vacances à Bali, vous pensez « pourquoi pas moi ?» sans savoir qu'il a emprunté 5000 € pour ça. Vous voyez une personne avec une voiture neuve, sans savoir qu'elle paie 600 € par mois de crédit auto. La comparaison vous pousse à imiter des apparences, pas des réalités. Et cela vous conduit à des décisions financières irrationnelles. La solution n'est pas de vous isoler, mais de développer une conscience critique. Ce que vous voyez n'est pas la vérité. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui vous coûte. Le « shopping thérapie » n'est pas une thérapie, c'est une addiction. Lorsque vous êtes stressé, triste ou anxieux, vous allez acheter. C'est une réaction naturelle, mais destructrice. Vous essayez de calmer une douleur émotionnelle avec une transaction matérielle. Mais l'effet est temporaire. Le lendemain, vous êtes de nouveau triste, et vous achetez encore. Ce cercle vicieux crée une dépendance, vous avez besoin d'acheter pour vous sentir mieux. Et plus vous achetez, plus vous vous endettez, plus vous êtes stressé. La vraie thérapie, c'est d'apprendre à gérer vos émotions sans recourir à l'argent. Méditation, sport, journaling, conversation, ces outils coûtent peu, et ils guérissent vraiment. Les achats impulsifs sont souvent justifiés par « c'était une bonne affaire ». Mais une bonne affaire ne signifie pas « j'ai besoin de ça ». Une bonne affaire, c'est quand vous aviez déjà prévu d'acheter cet objet, et que vous le trouvez à moindre coût. Sinon, c'est un achat émotionnel. Les magasins utilisent des techniques de vente psychologique, des étiquettes rouges, des limites de temps, des stocks limités, des avis falsifiés. Tout est conçu pour accélérer votre décision. Et vous tombez dans le piège parce que vous ne vous posez pas la question fondamentale. Est-ce que j'en ai besoin, ou est-ce que je veux juste l'avoir maintenant? La réponse à cette question sépare les personnes qui accumulent des biens de celles qui accumulent de la richesse. La technologie a facilité l'achat, mais pas la réflexion. Avec un clic, vous pouvez commander un objet de n'importe où dans le monde, en quelques secondes. Mais ce clic ne vous oblige pas à réfléchir. Il n'y a plus de délai, plus de réflexion, plus de peser des avantages et des inconvénients. Le processus d'achat est devenu instantané, et donc irresponsable. Les gens achètent des objets qu'ils n'utilisent jamais, des vêtements qu'ils ne portent pas,
des gadgets qui restent dans leur boîte. Le coût réel n'est pas le prix affiché, c'est le coût d'opportunité. L'argent que vous auriez pu placer, épargner ou investir. Et ce coût-là, personne ne le calcule. Pour briser ce cycle, il faut adopter une règle simple. Attendez 72 heures avant d'acheter quelque chose qui coûte plus de 50 €. Cette règle force votre cerveau à passer de la réaction émotionnelle à la décision rationnelle. Pendant ces 3 jours, vous vous demandez « Pourquoi je veux cet objet ? Qu'est-ce qu'il me permettra de faire ? Est-ce que je l'utiliserai dans 6 mois ?» Souvent, la réponse est non. Et si vous n'avez plus envie de l'acheter après 3 jours, c'est que ce n'était pas une nécessité. C'est une technique éprouvée par des gestionnaires de fortune. Et elle marche parce qu'elle rétablit le contrôle sur votre argent. Un haut salaire ne garantit pas la richesse, il garantit simplement un haut niveau de dépenses. Beaucoup de personnes gagnent 4 000 €, 6 000 €, voire 10 000 € par mois, et vivent toujours avec peu d'épargne. Pourquoi ? Parce qu'elles augmentent leur train de vie proportionnellement à leurs revenus. Elles déménagent dans un appartement plus grand, achètent une voiture plus chère, partent en vacances 2 fois par an, mangent dans des restaurants coûteux, souscrivent à des abonnements premium. Leur salaire augmente, mais leur endettement augmente aussi. Leur ratio épargne-revenu reste inchangé, voire diminue. La richesse ne se mesure pas à ce que vous gagnez, mais à ce que vous gardez. Le syndrome du « je mérite » est particulièrement dangereux chez les cadres et les professions libérales. Ils travaillent dur, ils ont des responsabilités, alors ils pensent qu'ils doivent se récompenser. Mais cette récompense devient un droit acquis. Et chaque récompense coûte de l'argent. Un repas à 100 € par semaine, c'est 5 200 € par an. Un abonnement Netflix plus Spotify plus Apple Music plus Amazon Prime, c'est 150 € par mois égale 1 800 € par an. Un vélo électrique pour faire du sport, c'est 1 500 €. Ajoutez tout ça, et vous dépensez plus de 8 000 € par an en récompense. Ce n'est pas du luxe, c'est du gaspillage programmé. Et pourtant, ces personnes disent qu'elles n'ont pas d'argent. La peur de paraître radin pousse les gens à dépenser pour respecter des normes sociales. À un dîner, vous commandez le plat le plus cher parce que vous ne voulez pas avoir l'air peu généreux. Vous offrez un cadeau coûteux à un ami pour ne pas être jugé. Vous participez à des événements que vous ne pouvez pas vous permettre pour ne pas être exclu. Ces comportements sont des compromis financiers invisibles. Ils ne sont pas motivés par le désir, mais par la peur du jugement. Et ils vous coûtent des milliers d'euros chaque année. La vraie liberté, c'est de dire non sans honte. La vraie richesse, c'est de ne pas dépendre de l'approbation des autres pour vivre. Les personnes à haut revenu sont souvent les plus exposées au crédit. Elles ont un score de crédit excellent, donc les banques leur proposent des prêts plus importants. Elles obtiennent des lignes de crédit, des cartes Gold, des refinancements. Elles pensent que parce qu'elles gagnent beaucoup, elles peuvent emprunter beaucoup. Mais les banques ne prêtent pas pour vous aider, elles prêtent pour vous faire payer des intérêts. Et quand un imprévu survient, une maladie, une perte d'emploi, une baisse de revenus, ces personnes se retrouvent submergées par des mensualités impossibles à honorer. Leur haut salaire devient une arme contre eux-mêmes. Leur capacité à emprunter est leur plus grande faiblesse. Le faux sentiment de sécurité lié à un CDI stable est une illusion. Beaucoup pensent que tant qu'ils ont un emploi fixe, ils ne risquent rien. Mais la stabilité d'un emploi ne protège pas contre l'inflation, les hausses de loyer, les frais médicaux ou les crises sectorielles. De nombreux salariés qualifiés ont perdu leur emploi pendant la pandémie ou ont vu leur secteur se transformer radicalement. Avoir un CDI ne vous rend pas invulnérable, il vous rend juste plus visible pour les banques, qui vous proposent plus de crédit. La vraie sécurité, c'est un fonds d'urgence, des actifs générant des revenus, et des compétences transférables. Pas un contrat de travail. Les dépenses professionnelles sont souvent une excuse pour dépenser davantage. Un ordinateur professionnel, un abonnement à un logiciel, un coaching, un stage, un voyage d'affaires, tout cela peut être légitime. Mais beaucoup transforment ces dépenses en prétexte pour s'offrir des équipements luxueux. Un MacBook Pro de 3 000 € alors qu'un modèle à 1 500 € suffit, un abonnement à des plateformes de formation inutiles, un bureau à domicile ultra coutumier. Ces dépenses sont justifiées par « c'est pour mon travail », mais elles ne sont pas liées à la productivité. Elles sont liées à l'image. Et cette image coûte cher sans apporter de retour réel. Les investissements personnels sont souvent sacrifiés au profit de dépenses de statut. Une personne gagne 7 000 € par mois,
mais met seulement 200 € de côté chaque mois. Pourquoi? Parce qu'elle dépense 3 000 € en loyer, 800 € en voiture, 600 € en restauration, 400 € en loisirs, 300 € en vêtements, 200 € en abonnement. Il reste 1500 € dont 1300 vont à des crédits ou à des impôts. Il ne reste que 200 € pour l'avenir. C'est un exemple classique de high income, low net worth. La richesse ne se construit pas avec les revenus, elle se construit avec les surplus. Et si vos surplus sont nuls, vous êtes pauvre, même si vous gagnez beaucoup. La mentalité de « je vais me mettre à épargner quand je gagnerai plus » est une stratégie d'échec. Elle repose sur une hypothèse erronée, que vos revenus augmenteront toujours. Mais les augmentations salariales sont de plus en plus rares, surtout dans les métiers traditionnels. L'inflation, elle, continue. Les charges fixes, elles, augmentent. Et les dépenses, elles, s'adaptent à votre revenu. Donc, plus vous gagnez, plus vous dépensez. Et vous n'épargnez jamais. La seule façon de briser ce cycle, c'est d'épargner un pourcentage fixe dès le début, avant même de dépenser. 10%, 15%, 20%, peu importe, mais il faut le faire avant. Pas après. La dette de consommation est la forme la plus insidieuse de pauvreté. Elle ne vous rend pas pauvre du jour au lendemain, elle vous y conduit lentement, silencieusement, par petites touches. Un crédit auto à 5 ans, un prêt personnel pour un voyage, une carte de crédit avec un solde non remboursé, un financement de télévision, chaque dette a un taux d'intérêt. Et chaque taux d'intérêt, s'il est payé en minimum mensuel, transforme un achat de 2 000 € en un coût de 3 000 €, voire 4 000 €. Ce n'est pas un investissement, c'est une perte. Et vous payez des intérêts sur des biens qui perdent 20% de leur valeur chaque année. Les cartes de crédit sont conçues pour vous piéger. Elles offrent des points, des cashbacks, des récompenses, mais ces avantages sont des pièges pour vous inciter à dépenser davantage. Les banques savent que vous allez utiliser la carte pour des achats quotidiens, puis ne pas rembourser intégralement. Elles gagnent de l'argent sur les intérêts, pas sur les points. Un cashback de 1% sur 2 000 € de dépenses annuelles égale 20 €. Mais les intérêts sur un solde non payé égale 300 €. Vous gagnez 20 €, vous perdez 300 €. Ce n'est pas un pari gagnant, c'est une arnaque légale. Et pourtant, des millions de personnes l'utilisent comme s'il s'agissait d'un outil intelligent. Les prêts à la consommation à taux fixe sont souvent présentés comme sécurisés. Mais la sécurité est une illusion. Un prêt à 3% sur 5 ans semble bon jusqu'au moment où vous perdez votre emploi. Ou que votre salaire baisse. Ou que vos dépenses augmentent. Soudain, les mensualités deviennent impossibles à payer. Et vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas annuler un prêt. Vous ne pouvez pas négocier facilement. Vous êtes lié à un engagement sur plusieurs années. Et pendant ce temps, votre argent ne peut pas être utilisé pour autre chose. Ce n'est pas un outil de liberté, c'est une chaîne. Les crédits revolving sont les plus dangereux. Ce sont les fameux mini-crédits que les banques proposent pour des achats de 50 à 500 €. Ils promettent un remboursement sur 3 ou 6 mois. Mais si vous ne payez pas tout à la fin, le solde est reporté avec des intérêts très élevés, parfois plus de 20%. Ce type de crédit est conçu pour vous garder endetté. Vous remboursez 20 € par mois, mais vous payez 15 € d'intérêt. Vous ne réduisez presque pas le capital. Et vous continuez à payer pendant des années. Ce n'est pas un crédit, c'est une trappe à argent. Les dettes familiales ou amicales sont souvent ignorées, mais elles sont tout aussi destructrices. Vous empruntez 2 000 € à votre frère pour payer un loyer, avec l'accord verbal, on verra plus tard. Mais ce « plus tard » n'arrive jamais. Et la relation se détériore. Ou vous empruntez à un ami pour un projet, et vous ne remboursez pas à temps. L'argent devient une source de tension, de honte, de culpabilité. Et vous n'avez pas de contrat, pas de date, pas de traçabilité. La dette morale est plus lourde que la dette bancaire parce qu'elle vous isole. Et elle vous empêche de reconstruire votre autonomie financière. La règle des 30 jours pour éviter les dettes est simple, mais efficace. Avant de contracter un prêt, attendez 30 jours. Posez-vous ces questions. Est-ce que je peux payer cela en cash aujourd'hui? Sinon, pourquoi est-ce urgent? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser pendant 5 ans? Est-ce que je peux vivre sans? Si la réponse à l'une de ces questions est non, ne le faites pas. La majorité des achats à crédit disparaissent dans les 6 mois. Les objets s'usent, les services s'arrêtent,
les besoins changent. Mais la dette, elle, reste. Et elle vous suit. Un fonds d'urgence n'est pas un luxe, c'est une bouée de sauvetage financière. Pourtant, 60% des Français n'en ont pas, ou n'en ont qu'un insuffisant. Ils pensent que, si quelque chose arrive, je m'adapterai. Mais l'adaptation n'est pas possible si vous n'avez pas d'argent. Une panne de voiture coûte 800 €. Une hospitalisation non couverte par la mutuelle coûte 1200 €. Un loyer impayé parce que vous êtes en arrêt maladie? Vous risquez l'expulsion. Un ordinateur qui tombe en panne et que vous ne pouvez pas remplacer? Vous perdez votre travail. Ces situations ne sont pas rares, elles sont universelles. Et elles arrivent sans prévenir. Le fonds d'urgence n'est pas un compte épargne pour les vacances. Ce n'est pas un compte pour acheter un nouvel iPhone. Ce n'est pas un compte pour une soirée entre amis. C'est un compte exclusivement réservé aux urgences. Accident, maladie, perte d'emploi, réparation majeure, facture imprévue. Il doit être accessible rapidement, liquide, et protégé des tentations. Il ne doit pas être relié à une carte de crédit. Il ne doit pas être investi en bourse. Il doit être sur un livret A, un LDD, ou un compte à vue rémunéré. Parce que la priorité, ce n'est pas le rendement, c'est la disponibilité. Beaucoup de gens disent « J'ai une assurance, donc je n'ai pas besoin de fonds d'urgence ». C'est une erreur. Les assurances couvrent certains risques, mais pas tout. Elles ont des franchises, des délais de traitement, des exclusions. Une assurance santé ne couvre pas les médicaments hors liste. Une assurance habitation ne couvre pas les dégâts des eaux causés par un voisin. Une assurance auto ne couvre pas la perte de revenus pendant la réparation. Et même si elle couvre, le remboursement prend des semaines. Pendant ce temps, vous devez payer. Le fonds d'urgence, c'est ce qui vous permet de tenir jusqu'à ce que l'assurance intervienne. Construire un fonds d'urgence ne prend pas des années. Il suffit de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Pour un célibataire, c'est 1500 à 3000 €. Pour une famille, c'est 4000 à 8000 €. Ce n'est pas une somme astronomique. C'est une somme que vous pouvez atteindre en épargnant 100 € par mois pendant 30 à 60 mois. Ce n'est pas difficile, c'est une question de priorité. Si vous mettez 100 € par mois sur un compte séparé, et que vous ne le touchez jamais, vous avez un fonds d'urgence en 5 ans. Et si vous en mettez 200, vous l'aurez en 2 ans. Le temps n'est pas votre ennemi, votre indécision l'est. Ignorer le fonds d'urgence, c'est accepter de vivre dans la peur. Vous ne dormez pas bien parce que vous savez que si un imprévu arrive, vous serez en difficulté. Vous évitez les consultations médicales. Vous ne faites pas réparer votre voiture. Vous refusez de prendre des congés. Vous vivez dans un état de stress chronique. Ce stress n'est pas psychologique, il est financier. Et il vous épuise. Un fonds d'urgence ne vous rend pas riche, il vous rend paisible. Et la paix intérieure est une forme de richesse que l'argent ne peut pas acheter, mais que l'argent peut procurer. Les gens qui n'ont pas de fonds d'urgence se retrouvent souvent dans des dettes de consommation. Un besoin imprévu arrive. Ils n'ont pas d'argent. Alors ils utilisent leur carte de crédit. Ou ils empruntent à un ami. Ou ils souscrivent à un microcrédit. Et ainsi, une simple urgence devient une dette structurelle. C'est un cercle vicieux, pas d'épargne dette stress consommation pour se sentir mieux nouvelle dette. Et le cycle recommence. Briser ce cycle commence par un seul geste, ouvrir un compte épargne et y verser chaque mois, sans exception. Le fonds d'urgence n'est pas une dépense, c'est une protection. Comme un casque pour le vélo, comme une ceinture de sécurité, comme une assurance maladie. Vous ne le voyez pas comme indispensable, parce qu'il ne sert que rarement. Mais quand il sert, il sauve tout. Sans lui, vous êtes vulnérable. Avec lui, vous êtes libre. Vous pouvez dire non à un travail toxique. Vous pouvez quitter un couple toxique. Vous pouvez prendre un risque professionnel. Parce que vous savez que vous avez un filet. Et ce filet, il ne se construit pas en une nuit. Il se construit jour après jour, avec discipline. Les gens qui ont un fonds d'urgence ne sont pas plus riches, ils sont plus intelligents. Ils savent que la vie est imprévisible. Ils savent que les plans ne tiennent pas. Ils savent que la sécurité ne vient pas d'un salaire, mais d'un plan. Ils ne comptent pas sur la chance. Ils comptent sur la préparation. Et c'est cette mentalité qui les distingue. Ce n'est pas une question de revenus. C'est une question de comportement. Et ce comportement, vous pouvez l'adopter aujourd'hui. En mettant 50 € sur un compte.
Demain, 50 € encore. Et ainsi de suite. Le premier euro est le plus difficile. Le deuxième est plus facile. Le troisième, encore plus. Et après 10 €, vous êtes déjà sur la bonne voie. Les banques ne vous encouragent pas à avoir un fonds d'urgence. Elles veulent que vous empruntiez. Elles veulent que vous payiez des intérêts. Elles veulent que vous soyez dépendant. Elles ne vous proposent pas de livrets rémunérés, elles vous proposent des crédits. Parce que le crédit, c'est leur business. Le fonds d'urgence, c'est votre liberté. Et la liberté, elle, ne rapporte rien à la banque. Donc, vous devez le construire vous-même. Sans aide. Sans encouragement. Juste avec votre volonté. Et si vous avez déjà utilisé votre fonds d'urgence? Ce n'est pas un échec, c'est une preuve que vous avez eu besoin de lui. Maintenant, il faut le reconstituer. Revenez à la case départ. Mettez 50 € par mois. Repetez. Ce n'est pas un projet à long terme, c'est une habitude à entretenir. Parce que la vie ne s'arrête pas. Les imprévus reviennent. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être à nouveau sans protection. La sécurité financière ne se construit pas une fois, elle se maintient chaque jour. Investir sans connaître ce que vous achetez, c'est jouer à la roulette russe avec votre argent. Beaucoup de gens se lancent dans la bourse parce qu'ils ont vu un TikTok qui dit « Gagne 10 000 € en 3 semaines ». Ou parce qu'un ami leur a parlé d'une crypto-monnaie. Ou parce qu'un conseiller leur a vendu un produit avec un nom compliqué, fonds à capital garanti à 95% avec option de rendement indexé sur le Nasdaq. Ce n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation masquée. Et la spéculation, c'est la perte assurée à long terme. Les produits financiers complexes sont conçus pour être incompréhensibles. Ils utilisent un jargon technique pour impressionner, pas pour informer. Des mots comme dérivés, swap, options barrières, ETF structurés, fonds à profil dynamique sont utilisés pour dissuader la question « Comment ça marche ?» Si vous ne comprenez pas ce que vous achetez, vous ne pouvez pas évaluer les risques. Et si vous ne pouvez pas évaluer les risques, vous êtes un client, pas un investisseur. Les banques et les courtiers ne vous expliquent pas les risques, ils vous montrent les gains potentiels. Parce que leurs commissions dépendent de votre achat, pas de votre succès. Les fonds d'investissement à haute commission sont une forme de prélèvement invisible. Un fonds peut afficher un rendement de 6% par an. Mais si les frais sont de 2%, vous ne gagnez que 4%. Et si les frais de sortie sont de 3%, vous perdez 3% dès que vous voulez sortir. Ces frais sont cachés dans les documents. Ils ne sont pas mentionnés dans les publicités. Et ils réduisent votre capital de manière permanente. Pendant 20 ans, ces frais peuvent vous coûter plus de 100 000 €. Et vous ne vous en rendrez jamais compte, parce que vous ne comparez pas les frais. Vous regardez seulement le rendement affiché. Les crypto-monnaies ne sont pas des investissements, elles sont des paris spéculatifs. Elles n'ont pas de flux de trésorerie, pas de bilan, pas de bénéfices, pas de dividendes. Leur valeur dépend uniquement de la perception collective. Si tout le monde croit qu'elles valent 50 000 €, elles valent 50 000 €. Si tout le monde perd confiance, elles valent 5 000 €. Ce n'est pas une entreprise, c'est une bulle. Et les bulles éclatent. Les gens qui investissent dans les cryptos en pensant qu'ils participent à la révolution financière ne comprennent pas que la révolution financière, c'est l'indépendance, pas la spéculation. L'argent ne se crée pas par la hype, il se crée par la production, la rentabilité, la croissance. Les assurances-vie à fonds en unité de compte sont souvent présentées comme sûres et flexibles. Mais elles sont pleines de pièges. Les frais de gestion sont élevés. Les frais de sortie sont cachés. Les fonds proposés sont souvent mal diversifiés. Et les garanties sont conditionnelles. Si vous voulez retirer de l'argent avant 8 ans, vous perdez des parts. Si vous voulez changer de fonds, vous payez des frais. Si vous voulez stopper les versements, vous perdez des avantages fiscaux. Ce n'est pas un produit d'investissement, c'est un contrat complexe avec des clauses obscures. Et la plupart des clients ne les lisent jamais. Les produits de placement proposés par les banques sont souvent conçus pour maximiser les commissions, pas votre rendement. Un conseiller bancaire est rémunéré selon les produits qu'il vend, pas selon ce qui vous convient. S'il vous propose un fonds à 3% de frais, c'est parce qu'il gagne 1 500 € sur votre investissement. Pas parce qu'il pense que c'est le meilleur pour vous. C'est un conflit d'intérêts. Et il est légal. Donc, vous devez être votre propre conseiller. Ou embaucher un conseiller indépendant, rémunéré à l'heure,
sans lien avec les banques. Sinon, vous êtes un client, pas un client informé. Apprendre à investir ne signifie pas devenir trader. Cela signifie comprendre les bases, diversification, coût des frais, horizon de placement, inflation, risque. Vous n'avez pas besoin de connaître les graphiques techniques. Vous n'avez pas besoin de suivre les actualités boursières tous les jours. Vous avez besoin de comprendre qu'un ETF mondial à faible coût, investi sur 20 ans, avec des versements réguliers, bat 95% des fonds gérés par des professionnels. C'est statistique. C'est prouvé. C'est simple. Et pourtant, les gens préfèrent écouter des influencés qui promettent 100% de rendement en 6 mois. Parce que c'est plus excitant. Mais l'excitation ne construit pas la richesse. La patience le fait. Les produits financiers qui promettent des rendements garantis sont des arnaques. Rien n'est garanti en finance, sauf les livrets d'épargne réglementés. Tout ce qui vous promet 8%, 10%, 15% de rendement annuel avec zéro risque est une escroquerie. Soit c'est un Ponzi, soit c'est un produit avec des risques cachés. Les gens qui tombent dedans pensent qu'ils ont trouvé la formule magique. En réalité, ils ont été dupés. Et quand le système s'effondre, ils perdent tout. Et souvent, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils avaient acheté. La règle est simple, si c'est trop beau pour être vrai, c'est faux. Investir, c'est faire des choix conscients avec des informations claires. Ce n'est pas suivre un signal, un groupe Telegram, une vidéo YouTube, ou un ami qui a gagné de l'argent. C'est analyser un produit, comprendre ses risques, évaluer sa liquidité, vérifier les frais, comparer avec d'autres options. C'est lire les prospectus. C'est regarder les performances sur 10 ans. C'est ne pas se laisser influencer par la peur ou l'avidité. C'est agir avec intelligence, pas avec émotion. Et ce n'est pas un talent, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'acquiert avec de la lecture, de la pratique et de la patience. La meilleure stratégie d'investissement, c'est de commencer par l'essentiel, un ETF mondial à faible coût, comme le Vanguard Total Stock Market ou le iShares Core MSCI World. Verser 100 € par mois. Ne jamais toucher. Réinvestir les dividendes. Attendre 15 à 25 ans. C'est tout. Pas de mystère. Pas de secret. Pas de produits complexes. Juste de la constance. Et c'est cette simplicité que les institutions financières veulent cacher. Parce que si tout le monde faisait ça, elles ne gagneraient plus autant. Payer trop d'impôts n'est pas une fatalité, c'est une erreur de gestion. Beaucoup de gens pensent que les impôts sont fixes, qu'on ne peut rien faire. C'est faux. Les pays développés offrent des dispositifs fiscaux pour encourager l'épargne, l'investissement, la retraite, la transition énergétique. Mais si vous ne les connaissez pas, vous les perdez. Et chaque euro que vous payez en trop, c'est un euro qui ne va pas dans votre portefeuille. C'est un transfert direct de votre richesse vers l'État sans contrepartie. Le plan d'épargne retraite, PER, est l'un des meilleurs outils fiscaux disponibles en France. Vous pouvez déduire vos versements de vos revenus imposables. Vous pouvez choisir d'investir dans des fonds en unités de compte ou en fonds en euros. Et à la sortie, vous bénéficiez d'une fiscalité avantageuse. Pourtant, 70% des Français ne l'ouvrent pas. Ou l'ouvrent trop tard. Ou versent 50 € par an. Ce n'est pas une épargne, c'est un geste symbolique. Le PER n'est pas un compte bancaire. C'est un levier fiscal. Et un levier, c'est pour multiplier. Utilisé correctement, il peut vous faire économiser des milliers d'euros sur 20 ans. Les niches fiscales ne sont pas des astuces, ce sont des droits. La loi vous permet de déduire les dons à des associations, les frais de garde d'enfants, les dépenses de travaux énergétiques, les cotisations à une mutuelle santé, les intérêts d'emprunt immobilier, les frais de scolarité. Mais vous devez les déclarer. Et vous devez conserver les justificatifs. Beaucoup de gens ne le font pas. Ils pensent que l'administration va tout calculer. Elle ne le fait pas. Elle ne vous rappelle pas. Elle ne vous aide pas. Vous devez être actif. Si vous ne déclarez pas, vous perdez. Et vous perdez de l'argent. Pas de l'imagination, de l'argent réel. Les impôts sur les revenus du capital sont souvent mal compris. Les dividendes, les intérêts, les gains en capital sont imposables. Mais ils bénéficient d'un abattement, d'un prélèvement forfaitaire libératoire ou d'un régime spécifique. Si vous ne connaissez pas ces options, vous payez plus que nécessaire. Par exemple, si vous avez des revenus de location,
vous pouvez choisir entre le régime réel et le microfoncier. Lequel vous permet de payer moins d'impôts? Cela dépend de vos charges. Mais si vous ne faites pas le calcul, vous choisissez au hasard. Et vous payez trop. Les impôts sur les successions sont une menace réelle. Si vous ne prévoyez pas la transmission de vos actifs, vos héritiers paieront jusqu'à 60% d'impôts sur certaines sommes. Un bien immobilier de 500 000 € peut générer 200 000 € d'impôts à la mort. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. Et pourtant, peu de gens planifient leur succession. Ils pensent que ce sera réglé par les enfants. Mais sans testament, sans donation, sans assurance vie, sans SCI, sans structure adéquate, l'État prend la part la plus importante. Et vous ne pouvez rien faire après votre mort. Ce que vous laissez, vous ne le contrôlez plus. Donc, vous devez agir maintenant. La fiscalité n'est pas un sujet pour les experts. C'est un sujet pour chacun. Vous n'avez pas besoin d'être comptable pour comprendre les bases. Vous avez besoin de connaître vos droits. Vous avez besoin de savoir où vous pouvez déduire. Où vous pouvez différer. Où vous pouvez optimiser. Il existe des sites officiels, impôts.gouv.fr, service-public.fr. Il existe des livres écrits pour les particuliers. Il existe des podcasts gratuits. Il existe des formations à moins de 50 €. Vous n'avez pas d'excuses. La connaissance fiscale, c'est comme la connaissance médicale. Vous ne pouvez pas la laisser à d'autres. Votre argent est en jeu. Les impôts locaux, les taxes foncières, les redevances audiovisuelles, ce sont des charges fixes que beaucoup ignorent. Elles augmentent chaque année. Elles ne sont pas négociables. Elles sont automatiques. Et elles sont souvent oubliées dans les budgets. Vous pensez que votre loyer est votre plus grosse charge. Mais si vous êtes propriétaire, vos impôts locaux peuvent représenter 500 € par an. Et si vous avez un garage, un jardin, un parking, vous payez aussi. Ces charges sont invisibles, mais réelles. Et elles réduisent votre revenu disponible. Ignorer ce poste, c'est sous-estimer votre coût de vie. La déclaration d'impôt n'est pas une formalité, c'est une opportunité. Chaque année, vous avez la chance de corriger une erreur, de déclarer un frais oublié, de profiter d'un nouveau crédit d'impôt. Mais vous devez le faire. Et vous devez le faire avant la date limite. Si vous oubliez, vous perdez. Et vous perdez de l'argent. Ce n'est pas une question de négligence, c'est une question de discipline. Organisez-vous. Notez vos dépenses. Gardez vos justificatifs. Faites un dossier papier ou numérique. Préparez-vous avant avril. Et ne laissez pas quelqu'un d'autre décider pour vous. Les impôts sur les revenus locatifs sont souvent mal gérés. Beaucoup de propriétaires louent sans déclarer. C'est illégal. Et s'ils sont découverts, ils paient des amendes, des intérêts de retard, et des pénalités. D'autres déclarent, mais ne déduisent pas les frais. Ils ne déduisent pas les réparations, les assurances, les charges de copropriété, les frais de gestion. Et donc, ils paient plus d'impôts que nécessaire. La loi vous permet de déduire 30% de vos revenus locatifs sans justificatif, c'est le régime microfoncier. Si vos revenus sont inférieurs à 15 000 €, utilisez-le. Sinon, passez au régime réel. Mais ne restez pas dans l'ombre. La meilleure stratégie fiscale, c'est la prévention. Ne pas payer plus que ce que la loi exige. Ne pas laisser l'État prendre ce que vous pouvez garder. C'est une question de connaissance, pas de richesse. Un homme qui gagne 3 000 € par mois et qui optimise ses impôts peut garder 2 000 €. Un homme qui gagne 5 000 € par mois et qui ne les optimise pas peut garder 2 800 €. Le premier est plus riche en pouvoir d'achat réel. Parce qu'il a maîtrisé ce que la loi autorise. Et c'est ça, la véritable intelligence financière. Ne pas être un imposteur, être un acteur. La richesse n'est pas un coup de chance, c'est un résultat de comportements répétés. Vous ne devenez pas riche en un mois, en un an, ou même en 5 ans. Vous devenez riche en 10, 15, 20 ans, grâce à des choix simples, mais constants. Épargner 100 € par mois. Ne pas contracter de dettes inutiles. Investir dans des actifs réels. Comprendre ses impôts. Construire un fonds d'urgence. Refuser les illusions du consumérisme. Ce ne sont pas des stratégies extraordinaires, ce sont des habitudes ordinaires, pratiquées de manière extraordinaire. La discipline financière n'est pas une question de revenus, c'est une question de priorité.
Celui qui gagne 2000 € par mois et qui épargne 400 € est plus riche que celui qui gagne 8000 € et qui n'épargne rien. Parce que la richesse se mesure à la quantité d'argent qui travaille pour vous, pas à la quantité que vous gagnez. Et ce qui travaille pour vous, c'est ce que vous avez mis de côté. Ce qui vous libère, c'est ce que vous avez investi. Ce qui vous protège, c'est ce que vous avez préparé. Ce n'est pas ce que vous avez dépensé. Ce n'est pas ce que vous avez acheté. Ce n'est pas ce que vous avez affiché. La liberté financière, c'est le moment où vous pouvez choisir ce que vous faites, sans dépendre d'un salaire. C'est le moment où vous ne travaillez pas pour vivre, vous vivez pour travailler. C'est le moment où vous pouvez dire non à un travail toxique, où vous pouvez partir en voyage sans stress, où vous pouvez vous occuper de vos parents sans vous endetter, où vous pouvez vous reposer sans crainte. Ce n'est pas une destination, c'est un état. Et cet état, il se construit avec chaque décision que vous prenez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en finance. Vous avez besoin d'être constant. Vous avez besoin de vous poser chaque mois la question: est-ce que j'ai fait ce que je devais faire pour protéger et faire grandir mon argent? Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse est non, vous avez une opportunité de correction. Pas de culpabilité. Pas de regret. Juste une action. La société vous encourage à consommer, à emprunter, à vivre au-dessus de vos moyens. Les médias vous montrent des lifestyles de luxe. Les publicités vous disent que vous méritez tout. Mais ces messages sont conçus pour vous garder dans le système. Pour que vous travailliez, que vous payiez, que vous dépendiez. La vraie liberté, c'est de ne pas suivre. C'est de dire non. C'est de choisir autre chose. C'est de construire un avenir que personne ne voit, parce que tout le monde regarde ailleurs. La discipline, c'est ce que vous faites quand personne ne vous regarde. C'est ce que vous faites quand vous êtes fatigué. C'est ce que vous faites quand vous avez envie de vous offrir quelque chose. C'est ce que vous faites quand tout le monde autour de vous dépense. C'est ce que vous faites quand vous avez peur de ne pas réussir. C'est ce que vous faites, même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Parce que vous savez que le résultat viendra si vous ne vous arrêtez pas. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que des actions répétées. Épargner chaque mois. Éviter les dettes. Apprendre chaque semaine. Réviser chaque trimestre. Optimiser chaque année. C'est ça, la formule. Simple. Repetitive. Puissante. Et pourtant, la plupart des gens ne la suivent pas. Parce qu'elle demande du courage. Du silence. De la patience. Et de la persévérance. Vous ne devez pas être parfait. Vous devez être persistant. Un seul mois d'oubli ne détruit pas votre progression. Une seule erreur ne vous condamne pas. Ce qui vous condamne, c'est l'abandon. C'est l'idée que « ce n'est pas pour moi ». C'est la croyance que « je suis trop tard ». Vous n'êtes jamais trop tard. Vous êtes seulement en retard. Et un retard, on le rattrape. Avec de la discipline. Avec du temps. Avec de la constance. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Ouvrez un compte épargne. Supprimez un abonnement inutile. Consultez votre relevé bancaire. Écrivez vos objectifs financiers. Lisez un article sur la finance. Téléchargez une application de suivi de dépenses. Faites un virement de 20 €. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est le premier pas. Et le premier pas, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que 95% des gens. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des analyses concrètes, sans filtre, sans bluff, sur la gestion de votre argent. Likez cette vidéo si vous avez compris que la richesse, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous gardez. Partagez-la à quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Et laissez un commentaire: j'arrête de laisser mon argent fuir. Parce que la liberté, elle ne vient pas d'un salaire. Elle vient d'une décision. Et vous venez de la prendre.